Vous êtes donc dans un institut de recherche qui dépend du Centre Pompidou. Je m'appelle Vincent Puig. Je suis directeur exécutif de cette équipe, une équipe de recherche. Et je travaille avec le philosophe Bernard Stiegler, donc, qui est le fondateur de cette équipe, avec moi en 2006. Donc, vous voyez, ça remonte déjà presque 10 ans. Plus que 10 ans même, mais pas tout à fait en même temps, parce qu'on a vraiment créé l'équipe dans sa structure actuelle en 2008. Donc on a encore une petite année avant de fêter le 10e anniversaire. Voilà. Alors pour vous dire un peu mon parcours, je dirais, avant tout un connaisseur du numérique, développeur de projets. J'ai monté énormément de projets dans le champ numérique musical, du temps où j'étais à l'IRCAM, où j'étais directeur des relations industrielles à l'IRCAM. Et c'est là que j'ai rencontré Bernard Stiegler et où on a travaillé ensemble sur de nouvelles formes d'écoute de la musique, dans une philosophie qui était celle que nous portions à l'époque et qu'on continue à porter aujourd'hui, qui est celle de soutenir l'activité des communautés d'amateurs, au sens très noble du terme. Les amateurs, ce sont pour nous des connaisseurs, des gens qui s'investissent dans leur domaine. Ça peut être dans le rugby, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans la musique, bien sûr. Voilà, cette dynamique-là qui a été un peu à l'origine de la création de l'IRI. Après, on est passé à d'autres travaux de recherche plus centrés sur la question de la production du savoir. Donc finalement, on est passé d'activités culturelles et d'activités très prises en main par des communautés d'amateurs dans le champ culturel. On est passé à une dimension plus orienté sur la science, donc sur comment est-ce qu'on produit de la science, quels sont les instruments qui permettent de produire la science. Et aujourd'hui, troisième phase, si vous voulez, je fais vite pour vous résumer le parcours. Troisième phase de l'IRI, nous travaillons avec des habitants, avec des jeunes comme vous, sur le territoire de Plaine Commune, donc dans le 93, pour faire ce qu'on appelle de la recherche contributive, c'est-à-dire que nos chercheurs soient immédiatement en prise directe avec les habitants sur leur discipline, sur leurs différents sujets, mais dans une dynamique où il s'agit d'inventer un peu un nouveau modèle économique, donc une économie qu'on appelle de la contribution, où justement chacun amène sa pierre à l'édifice, où chacun amène sa contribution à la production du savoir, et où cette activité-là, qui est très mal ou même pas du tout reconnue, cette activité de l'amateur par exemple, pas du tout reconnue dans l'emploi aujourd'hui. Nous ne sommes certainement pas payés pour être des amateurs de cinéma, pour être des amateurs de musique. Heureusement d'ailleurs, ça préserve aussi la beauté du geste de l'amateur, mais disons que l'idée c'est d'accompagner toutes ces activités qui sont finalement très bénéfiques et qui sont très profitables à la société dans son ensemble, de les soutenir par un revenu, alors qui n'est pas un revenu universel, qui n'est pas versé sans condition, il est plutôt versé sous condition. Donc, et ces conditions-là sont relatives au fait de travailler, alors au sens large du terme, c'est-à-dire ça peut être dans l'emploi, mais ça peut être aussi travailler dans un cadre bénévole, dans un cadre de volontariat, dans une association sportive, dans un supermarché local, coopératif, enfin toutes sortes de nouveaux terrains de travail, enfin, vraiment nouvelles localités du travail qui sont reconnues comme pouvant donner droit à ce revenu contributif, qui est un revenu qui en fait s'inspire directement du modèle des intermittents du spectacle. Vous êtes un peu dans le spectacle, là, vous êtes en train de me filmer, et beaucoup de gens qui font ce métier, de faire des films,
de faire des captations vidéo, de faire du montage, de faire des spectacles, suivent ce régime en France, ce régime des intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pendant 500 heures au minimum pendant l'année dans une entreprise de production. Et si donc ils ont atteint ce nombre d'heures, ils touchent un revenu complémentaire lorsqu'ils ne sont pas employés par cette ou ces sociétés-là de production. Donc c'est un peu le même modèle qu'on est en train d'essayer de généraliser au-delà du champ du spectacle ou de la production audiovisuelle pour un certain nombre d'activités qu'on qualifie de contributives sur le territoire de Plaine Commune. Voilà, c'est ça l'ambition du projet. Et donc, votre projet qui tient sur le numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà le numérique? Qu'est-ce que le numérique? Alors déjà, ce n'est pas un média. Vous êtes familier du terme média, vous l'utilisez, je l'ai bien vu lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'on s'est dit bonjour, voilà, vous avez commencé à parler de médias. On ne peut plus vraiment parler de médias pour le numérique. On est plutôt dans un milieu, ou dans un environnement, si vous voulez. Nous, on aime bien dire milieu, parce que ce milieu, ça fait référence aussi au milieu naturel, si vous voulez. Donc, nous évoluons aujourd'hui dans un monde numérique qui est comme un milieu naturel. Et dans un milieu naturel, il y a des forces, si vous voulez. Il y a des forces qui sont destructives, qui tendent vers la destruction, des cellules qui s'affrontent, des virus qui se battent entre eux. Il y a de la mort aussi, il y a des cellules qui disparaissent. Et puis il y a de la vie, il y a des mouvements que nous on appelle négantropiques, c'est un terme un peu compliqué, mais disons c'est des mouvements qui résistent justement à la destruction, au désordre, et qui sont typiques de ce qui se passe dans le vivant. Donc considérer le numérique comme ça, et non pas comme juste un média. Le média, ça a ce côté d'abord très référence aux médias traditionnels, la télévision, le cinéma, les livres, tous ces médias que nous avons en tête. Le numérique est très certainement pas dans cette lignée-là. Il y a dans le numérique cette capacité à nous englober, à nous permettre de vivre ces tendances anthropiques et néganthropiques que je viens de décrire. Il y a aussi le fait que le numérique est un milieu d'écriture. Alors vous allez me dire, oui, mais le cinéma c'est aussi un milieu d'écriture. Le numérique est une écriture en soi. C'est-à-dire que le numérique, c'est du code, c'est de l'écriture informatique aussi. Donc si vous voulez, c'est une écriture qui permet de l'écriture, donc une sorte de méta-écriture, on pourrait dire. Et ça, c'est aussi ce qui fait que le numérique ne doit sûrement pas être restreint à la dimension d'un média. On a toujours très tendance à dire oui, le numérique, bon, c'est juste un nouveau média. Non. C'est pas juste un nouveau média, c'est une méta-écriture, donc ça va éventuellement soutenir des médias. On peut trouver des vidéos, on peut trouver de l'écrit, on peut trouver du son, on peut trouver tout ce que vous voulez comme média. Mais le numérique en soi est beaucoup plus qu'un média. C'est un milieu, c'est un milieu d'écriture, et quand je dis c'est un milieu d'écriture, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est un milieu des savoirs. C'est-à-dire, c'est finalement un peu comme l'école, si vous voulez, ou le livre, ou peut-être l'église à une certaine époque. C'est un lieu où va se produire le savoir. Alors souvent appuyé d'ailleurs sur l'écriture, mais ça peut être aussi sur la parole, sur toutes sortes de supports, d'outils, d'instruments. Donc nous, on est très attachés à travailler sur cette dimension des outils, des techniques, des technologies, parce qu'elles sont dans le numérique la condition de production du savoir. Alors pourquoi est-ce qu'on dit le numérique milieu des savoirs? Il y a une dernière dimension qui est importante à avoir en tête, c'est que ce n'est pas juste
un outil de production de connaissances. Donc là, je fais une petite distinction, connaissance et savoir. La connaissance étant proche d'une sorte de stade supérieur au-delà de l'information, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir relativement facilement être stocké, informatisé et donc calculé, automatisé. Le savoir n'est pas automatisable. Le savoir, c'est toujours une mise en commun de la connaissance. Donc c'est à partir du moment où vous échangez des connaissances avec d'autres, à partir du moment où vous produisez du collectif, où vous échangez avec les autres, qu'il y a véritablement production de savoir. On pourrait dire qu'il n'y a pas de production de savoir sans collectif. C'est toujours une mise en public, une publication de connaissances qui fait le savoir. Donc il faut une relation avec les autres. Il faut une relation, absolument. Cette relation, elle est très visible sur Internet parce que cette relation, aujourd'hui, elle a une particularité. Autrefois, la relation humaine était quelque chose d'assez immatériel. On avait une relation avec quelqu'un, on était amis avec quelqu'un, on côtoyait quelqu'un, on habitait avec quelqu'un. Ce qui change beaucoup dans le numérique, c'est que cette relation, vous avez utilisé le bon terme, cette relation, elle est inscrite. C'est-à-dire que dans le numérique, on sait globalement dire que cette personne fréquente tel lieu, qu'elle est amie avec telle personne, qu'elle est en coproduction avec telle autre. Donc il y a une forme de traçabilité généralisée des savoirs qui fait que on n'est pas juste dans une production de savoir qui repose sur les échanges interhumains, mais on est sur une production de savoir qui passe par une médiation technique, la médiation de l'écriture numérique, et en plus, on est sur des productions de savoir qui font appel à des machines. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on est... Non, c'est pas forcément... Ça peut tout à fait être en spirale plutôt, si vous voulez, qu'en rond. Parce qu'en fait, ça peut se mordre la queue si on fait un peu trop confiance aux machines, uniquement, qui produisent énormément de traces et de mise en relation, justement. Ces machines, aujourd'hui, sur Internet, leur caractéristique est vraiment de créer énormément de relations de manière automatique. C'est leur job, presque, si vous voulez. Le job des machines, le job des algorithmes sur Internet, c'est de faire de la relation. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que juste faire des relations, c'est aussi produire des catégories. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre des noms quelque part ou faire des ensembles de choses, regrouper des choses de manière à ce que un univers se dessine. Nous on dit une cosmologie, mais disons qu'il y ait des repères, il y ait des choses qui soient mises en place par le biais du calcul. Donc ça c'est la caractéristique des machines. Et si on laisse faire juste les machines, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, pour reprendre votre expression. Parce qu'on a un phénomène de monde clos, et d'un monde clos, un peu comme une machine à vapeur, c'est extrêmement dangereux, et c'est très anthropique, ça peut tout à fait exploser, aller vers une forme de désordre. Ce qu'il faut absolument faire aujourd'hui, dans le champ du numérique, c'est rendre ce serpent qui se mord la queue ouvert, justement. Donc faire plutôt des spirales, des choses qui ouvrent vers quoi ? Qui ouvrent d'abord vers l'humain, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intercaler aux machines des processus humains, donc des processus de discussion, des processus de contestation, des processus de délibération, c'est-à-dire de discussion, de prise de décision. Peut-être aussi de temps en temps des processus de certification, en disant ça, on est tous d'accord pour dire que c'est vrai, ou bien c'est faux, ou c'est important pour nous. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui sont importantes à confier à un processus humain, parce que si on n'intercale pas ces processus-là au calcul, si on fait que du calcul, on a très vite des décisions qui peuvent être très catastrophiques. Prenez l'exemple des algorithmes qui décident à votre place ce que vous devez choisir, boire, consommer. Donc, vous avez tous ces robots-là, vous les connaissez comme moi, sur Amazon, partout.
pourrait très bien se transformer comme eux. Presque, ça nous appelle à devenir machine. Parce qu'on nous dit, soyez tranquille, laissez-vous faire. Je vous recommande d'aller acheter ce livre ou d'aller voir ce film. Suivez l'algorithme, c'est confortable. Et ça veut dire quoi? Petit à petit, l'homme devient machine. Puisque finalement, il se plie à des règles qui lui sont totalement imposées par le calcul, par le traitement statistique. Donc il faut réagir à ça. Pour nous, le numérique, vous voyez, c'est vraiment... quand on dit numérique, milieu des savoirs, c'est aussi réagir à ça pour que le numérique ne soit pas juste c'est du calcul, le numérique, mais il ne faut pas que ça reste que du calcul. Il faut articuler l'automatique et le non-automatique, ou le calculable et l'incalculable. L'incalculable étant ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Quand vous dites allez voir ce film ce soir à Beaubourg, vous allez dire c'est une expérience unique, c'est formidable. Vous pourriez dire presque c'est incalculable comme bénéfice pour moi. Je ne peux pas le chiffrer. Je ne peux pas dire ça va me faire gagner tant en temps. C'est incalculable. Souvent on a cette expression-là, on dit c'est incroyable, quoi, c'est incalculable. Ça veut veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne pourrait pas être fait par une machine. C'est une expérience qui est unique. Vous voyez, c'est ça. Pour nous, une vraie vision du numérique, c'est ça. Les machines traitent de l'information. Donc pour elles, c'est précisément l'objet du calcul, c'est l'information. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des éléments qui sont calculables, qui sont absolument... qu'on peut inscrire complètement sur une mémoire ou sur un processus algorithmique, qu'on peut réduire à de la data, si vous voulez. On pourrait dire aussi, dans le monde d'aujourd'hui, on emploie souvent le terme data. Donc on est vraiment sur des informations. L'accès à cette information, il est de plus en plus pris en charge par les machines. Alors vous allez me dire, mais c'est la fin du journaliste. Le journaliste qui est censé être la personne qui nous transmet l'information. Oui et non. Oui, parce que, en fait, à l'époque où on parlait des journalistes traditionnels, ceux qui continuent à écrire dans les journaux, dans la presse, etc., on avait une conception de l'information qui était une conception qui était très proche de ce que moi j'appelle du savoir. Pourquoi? Parce que l'article du journaliste, il était critiqué, il était repris éventuellement dans d'autres journaux, il allait alimenter de nouvelles productions. Donc, vous allez me dire, c'est toujours le cas. Oui, mais de plus en plus, dans le monde numérique, l'information est produite par des machines. Alors, soit par agrégation, les machines vont chercher l'information et l'agrègent dans un site, soit même elles peuvent produire presque automatiquement de l'information. Donc le rôle du journaliste devient de plus en plus non seulement de produire de l'information, ça à la limite je dirais qu'il va le faire de plus en plus avec les machines, mais surtout de mettre en perspective cette information, de la mettre en débat et de favoriser justement la production de savoir à partir de l'information. Ça c'est un vrai journaliste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le métier de journaliste devient super intéressant, à la limite. Il devient plus intéressant que de juste transmettre de l'information. Si tant est qu'un journaliste est vraiment jamais ne se soit vraiment restreint à transmettre de l'information. On peut le penser, on peut critiquer, on peut dire oui, il y a des journalistes qui se contentent de faire des petites brèves racontant que la mamie s'est cassé la figure ou que Donald Trump a fait un tweet débile. Voilà. Mais ça, c'est de l'information. Mais transmettre de l'information et la mettre en perspective, la mettre en débat, éventuellement la diffuser aussi à certains endroits et pas à d'autres, ça, c'est des gestes éditoriaux, c'est des gestes qui vont favoriser la production de savoir. Et ça, c'est vraiment le métier du journaliste, le vrai métier du journaliste. Alors, ici, à l'IRI, notre
projet, c'est de développer des outils pour favoriser ce processus de production de savoir. C'est super ambitieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez comparer avec le 19e siècle, on est un peu comme les éditeurs de manuels scolaires. Bon, et qui a été une grosse innovation, hein, parce qu'avant les éditeurs de manuels scolaires, soit c'était l'Église qui enseignait le savoir, hein, donc ça passait par la Bible, quoi, ça passait, ou par les autres religions, d'ailleurs, le Coran ou d'autres, c'est pas le problème, mais on passait obligatoirement par des écrits confessionnels, ou bien on passait par l'enseignement oral, la famille, la tradition orale. L'invention de l'école, elle est très liée à de la technique, une technique bien particulière qui est le livre scolaire, le manuel, que l'enseignant, bien sûr, sur lequel l'enseignant va s'appuyer, mais il y a une vraie collaboration qui s'est jouée avec Jules Ferry, notamment, hein, qui est un entrepreneur, c'est un businessman, mais qui a su faire un peu un deal avec l'État pour introduire des manuels scolaires à l'école. Donc là, vous voyez, je prends cette comparaison, elle me vient comme ça, mais nous, on essaye de faire un petit peu cette nouvelle alliance entre des nouvelles technologies et des institutions qui produisent du savoir. Alors c'est qui ces gens-là? Les universités, les chercheurs, l'école, les institutions culturelles, bien sûr, Beaubourg, le Centre Pompidou, des musées, des médiathèques, et puis les habitants eux-mêmes. Donc c'est là qu'on est rendu actuellement, hein, depuis l'année dernière. On a démarré début 2016, vous avez la carte qui est affichée là-bas, hein, c'est vraiment le territoire de Plaine Commune. Et sur ce territoire de Plaine Commune, il y a des lieux de savoir, au sens où nous on l'entend. Ce n'est pas des universités, ce n'est même pas des écoles. Ça peut être un atelier, ça peut être un gars qui vend des brochettes ou des marrons, des châtaignes à la sortie de la gare. Ça peut être un garagiste qui répare des vélos ou qui répare des bagnoles. Pour nous, il ne faut pas entendre, quand je vous dis production de savoir, ce n'est pas que du savoir académique, ce n'est pas que des choses dans les livres. Un savoir, ça peut être savoir faire la cuisine, ça peut être c'est savoir-faire. Par exemple, je sais réparer une voiture, ou je sais faire la cuisine, et c'est même savoir-vivre. Il y a 3 dimensions. Savoir-vivre, tout simplement, apprendre à... vous, par exemple, vous avez appris quelque part à poser des questions. Vous posez bien les questions, d'ailleurs. Voilà, c'est un certain savoir-vivre, d'être poli, de savoir poser les questions gentiment, de savoir entrer en contact humain. C'est des choses assez sensitives, hein. Parfois, ça passe par du feeling. Voilà. Avoir un bon feeling avec une personne, c'est du savoir-vivre. Tout ça, c'est du savoir pour nous. Quand on dit savoir, c'est vraiment pas que de l'académique, hein. C'est vraiment savoir-faire, savoir-vivre. On peut trouver du savoir n'importe où, hein, si on cherche bien. Oui, à condition de rester un petit peu attentif à ces définitions que je vous ai données au début. Le savoir, c'est pas l'information. Le savoir, c'est partagé. Le savoir, c'est public. C'est pas secret. Et ça peut être mis en débat. C'est potentiellement de la controverse. La controverse a été très souvent à l'origine du savoir. En sciences, notamment, les grandes découvertes, c'est des controverses. C'est un chercheur Einstein qui conteste le principe de la relativité, ou je sais pas, Newton, le principe de la gravité. C'est des grandes controverses, mais après vous avez une multitude de petites controverses qui ont fait le savoir. Donc pour nous, l'IRI, pour répondre à votre question, notre vocation, c'est faire des outils qui vont provoquer ce qu'on appelle des bifurcations, c'est-à-dire des changements
de direction, alors soit par controverse, soit parce que on choisit de repartir à zéro. En informatique, on appelle ça des forks, hein, dans le code, si vous faites un peu de code. Nous, on aime bien cette image-là. Il faut faire des forks. Et faire des forks, aujourd'hui, malheureusement, c'est de plus en plus dur. Parce que les machines, elles ne font pas de forks. Elles vont, au mieux, optimiser. Elles vont vous faire un traitement de data, elles vont vous proposer des choses et elles ne vont pas vous faire douter de vous-même. Vous dire « Ah, mais tiens, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Ou est-ce que j'aurais pas dû faire le contraire de ce que j'ai fait ?» Pas du tout. Rassurez-vous, vous avez suivi le best result, le premier choix que Google vous a donné sur le site ou que Amazon vous a donné sur son site. Donc voilà, cette espèce de tendance à nous rassurer. Hein. Rassurez-vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, suivez la tendance qui nous amène vers le modèle machinique. Et quelque part, suivez la tendance qui nous amène à une autre vision de l'humain. Hein, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, hein, quelque part. C'est-à-dire, le transhumanisme, c'est pas forcément Robocop hein, ou Schwarzenegger ou Terminator dans les films où on voit des machines à moitié humaines ou des humains à moitié machines. Bon, ça peut être ça un jour, mais j'espère que non. Mais transhumanisme, ça veut dire surtout que nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, nous avons tendance de plus en plus à nous comporter comme des machines. Justement, en n'étant pas polis, en répondant au téléphone comme une machine, comme il y a des gens que vous savez qui vous appellent, qui vous disent est-ce que vous êtes intéressé par acheter des petits pois ou à acheter des fenêtres ou à acheter des produits bancaires. Et ils vous parlent comme s'il fallait presser 1 ou presser 2 si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ces gens-là, malheureusement, on leur fait faire un métier de robot et un jour, on les supprime et on les remplace par un robot. C'est clair. Mais ce n'est pas qu'on a voulu les supprimer par un robot tout de suite, mais on a, sous prétexte de productivité, de performance aussi, parce qu'on dit mais vous allez être beaucoup plus performant si vous dites exactement ça au téléphone. Et voilà, à force de suivre ce genre de tendance, on finit par faire comme les robots, et un jour, on est remplacé par un robot. Donc ça, c'est une grosse préoccupation pour nous sur l'IRI et sur Pleine Commune, notamment dans le projet Pleine Commune, puisque notre suggestion et idée, projet de soutenir les habitants avec un revenu contributif, c'est aussi pour éviter qu'ils soient remplacés par des machines. C'est pour lutter, au contraire, c'est pour leur donner une capacité à développer leur savoir de manière beaucoup plus large et pas être dans des petites tâches super spécialisées, où là, ils vont être très vite remplacés par des robots. Et c'est aussi en même temps anticiper le fait que malheureusement, de toute façon, on va perdre beaucoup de jobs. Beaucoup de jobs vont être remplacés de toute façon par les machines, parce que, quelque part, il y a un mouvement qui a été enclenché, et qu'on pourra, d'ailleurs, dans certains cas, ce n'est pas négatif, qu'un robot remplace un ouvrier qui se crame à mettre du fer dans une forge, et qui se retrouve handicapé toute sa vie, ou un mineur qui va dans la mine et qui a plus de poumons au bout de 45 ou 50 ans, on ne peut pas dire que c'est mal. C'est plutôt un bienfait, c'est plutôt bénéfique. Donc, il ne faut pas non plus critiquer la robotisation. Forcément, la robotisation, l'automatisation a amené aussi beaucoup de bienfaits. Mais cette robotisation, elle est en train d'aller bien au-delà des exemples que je vous cite là, qui sont plutôt bénéfiques. Parce que y a un mécanisme de productivité, de gain, qui fait qu'on est en train de suivre cette tendance pour tous les métiers. Et voilà, même le vôtre. Hein, pourquoi pas un jour, des gens vont vous dire on va mettre un robot à la place du caméraman. Ce serait bien triste. Mais rien n'est impossible.
Donc faut voir que nous sommes tous menacés. Voilà, même moi, dans mon travail intellectuel, de réflexion sur le numérique, je suis menacé. Un journaliste est menacé. Il peut être tout à fait court-circuité par un robot qui va aller beaucoup plus vite que lui, qui va aller chercher des infos que lui n'a jamais entendu parler, qu'il n'a pas le temps d'aller chercher. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Et il faut faire des choses complémentaires de ce que le robot sait faire. Donc voilà, c'est ça l'ambition qu'on a ici à l'IRI dans notre travail. On ne veut pas forcément contrer le numérique, on veut transformer le numérique. C'est-à-dire qu'on veut, l'année dernière, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, en 93, donc qui est un Anglais d'ailleurs, hein, c'est pas un Américain, contrairement à ce qu'on pense, il a lancé une vaste opération qui s'appelle The Web We Want, le web que nous voulons. Nous, on adhère totalement à ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter le numérique, il ne s'agit pas de le contrer, il s'agit de le faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut construire un nouveau web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent aujourd'hui dans le web. Par exemple, ce que je vous ai décrit comme l'ultra-spécialisation des tâches. Vous avez un exemple fameux sur Internet, c'est ce qu'on appelle le digital labor, le travail numérique, sur un site comme Amazon Mechanical Turk. C'est un site où vous y allez et vous pouvez être payé, mais pour faire des tâches qui sont vraiment promises bientôt à être faites par des robots. C'est des tâches de... alors pour l'instant, on a besoin d'humains pour les faire, parce que les machines ne savent pas encore les faire, mais c'est des tâches de reconnaissance, c'est des tâches de transcription d'images, de tagging d'images, de comparaison d'images. Ça sert à quoi? Ça sert à faire en fait un training, ça sert à entraîner les machines et à les rendre plus performantes pour un jour nous remplacer. Donc c'est assez terrible parce que ces gens-là qui travaillent sur Amazon Mechanical Turk, ils sont vraiment exploités, hein, ils sont très mal payés. C'est vraiment quasi esclavage. Et en même temps, ils sont payés pour alimenter et perfectionner des machines qui un jour vont totalement les remplacer. Donc c'est plutôt essayer d'inventer un autre web que de contrer le web. À la limite, si vous voulez, le modèle je pourrais vous donner des exemples positifs. Là, je vous ai donné un exemple négatif avec Amazon Mechanical Turk. Mais un exemple positif, c'est Wikipédia, par exemple, où vous avez une réelle contribution des internautes pour produire le savoir, justement, dans la mesure où toutes les informations qui sont inscrites sur Wikipédia, elles sont mises en débat. Elles ont été discutées, vous pouvez le voir d'ailleurs hein, en cliquant sur l'historique de la notice, et vous verrez, il y a quelquefois des débats super chauds. Hein, sur certaines fiches, Wikipédia, ça a été des débats très tendus. Ça, c'est le web que nous voulons. Hein, c'est un web de la délibération, un web de la discussion. Sur le savoir, du coup. Oui, parce que le savoir, c'est toujours de la discussion, c'est toujours de la critique, c'est toujours de la... Même avec vous-même, quelque part. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, ça veut dire que vous allez critiquer ce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous faites semblant d'apprendre, c'est-à-dire si vous apprenez par cœur, et que vous ne critiquez pas, vous ne questionnez pas sur ce que vous avez retenu, eh bien vous n'êtes pas en train de produire du savoir. Vous êtes en train d'apprendre par cœur, c'est-à-dire vous produisez quoi? Vous produisez de l'information, enfin de la connaissance totalement morte, si vous voulez. Un peu comme un ordinateur qui fait du stockage en mémoire morte. Pour faire de la mémoire vive, c'est-à-dire du processing, si on prend l'image de l'ordinateur, il faut absolument, précisément que ce soit vivant. Un savoir, il est vivant, il n'est pas mort. Un savoir, il est toujours vivant, il est échangé, il est critiqué, il fait la société. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans le numérique. On a un peu trop tendance à voir les choses sous l'angle du calcul, de l'information. Il faut que le numérique, le web, soit au service du savoir, ou de la culture, si vous voulez. Mais la culture, ça procède un peu du même processus. Hein. C'est pareil, la culture, c'est
ça a vraiment les caractéristiques du savoir. C'est une mise en débat, c'est un choc, c'est une ouverture, c'est une surprise. Enfin, il y a beaucoup de points communs entre le savoir et la culture. Et en tout cas, c'est très certainement deux choses qui sont menacées par une approche purement calculatoire du numérique. Il faut essayer d'inventer ce type de dispositif, un peu à la Wikipédia, ou avec des réseaux sociaux, mais pas à la Facebook. Pourquoi pas à la Facebook? Parce qu'un réseau à la Facebook, d'abord, il est au service d'une gigantesque machine à vous tracer et à vous faire des recommandations, a en plus un algorithme qui est bien précis, qui s'appelle le EdgeRank, et le EdgeRank, il a été conçu pour favoriser les bulles. Il va vous inciter à discuter de plus en plus avec les gens qui sont proches de vous. C'est programmé comme ça. Et donc, voilà, Facebook, c'est une machine qui va, à la limite, est plutôt programmée pour ne pas produire des savoirs. Pourquoi? Parce qu'elle vous restreint à une petite communauté, elle vous incite à interagir beaucoup, mais à interagir toujours avec un peu les mêmes. Donc ça, c'est déjà une caractéristique qui ne va pas bien avec la définition que je vous ai donnée du savoir, puisque justement, le savoir, ça explose, ça bifurque, ça se diversifie. Et là, l'algorithme Facebook, il est vraiment fait, au contraire, pour créer un effet de bulle et d'interaction avec une communauté proche. Deuxièmement, sur Facebook, vous êtes en position très souvent. Alors, Zuckerberg, qui est un malin, c'est un gros malin, il est en train de travailler sur la question des groupes. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique qui fait le savoir, c'est qu'il est produit dans des groupes, il est produit dans une interaction, ou moins un groupe minimal, c'est-à-dire avec 2 personnes. Ou éventuellement même avec vous-même, mais vous-même dialoguant avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout l'exemple que je vous donnais tout à l'heure d'un savoir appris par cœur. Si vous ne vous interrogez pas avec vous-même, déjà, vous n'allez pas produire de savoir. C'est en vous interrogeant avec vous-même que vous produisez du savoir. Une remise en question. Une remise en question. Et ça, ou une interprétation aussi. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas retenir la chose littéralement, qu'on vous a appris. Vous n'allez pas retenir le mot à mot de ce que le prof a dit, mais vous allez le remâcher avec vos mots à vous. Ce que le prof a dit, il faut que ce soit vous qui le disiez. Ça, c'est un principe. Comme un moyen même technique. Oui, c'est-à-dire, voilà, le redire avec ses mots, le redire avec ses idées à soi. C'est ça, déjà, le savoir. C'est l'interprétation. On dit une forme d'interprétation personnelle. Et puis collective, bien sûr. Mais déjà, avec soi-même, on peut commencer à rentrer dans cette dialectique. Et ensuite, sur Facebook, le problème est que, donc, je disais, il commence à y avoir des groupes, parce que Zuckerberg est conscient, pardon. Oui, il est content, oui, ça c'est sûr. Mon lapsus est très excellent. Il est très content de gagner beaucoup d'argent, et il en gagne beaucoup. Mais il est conscient qu'il va au-devant de gros problèmes s'il ne se met pas à être lui aussi un acteur de la production du savoir ou même un acteur de la production éducative. Et il voit bien qu'en faisant uniquement ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire soit des algorithmes de bulles, soit des algorithmes qui favorisent l'individu et non pas le groupe, eh bien, il fait fausse route. Il va forcément en rester au niveau de l'information et jamais accéder au niveau du savoir. Donc, il en est conscient. Là, il y avait un article hier ou avant-hier dans Le Monde qui montrait une interview de Zuckerberg qui est en train d'essayer de lancer des groupes qu'il appelle des groupes d'intérêt spécifiques. Enfin bref, il a une espèce de vocation sociale tout d'un coup qui lui vient. Bon, c'est un peu du marketing, mais voilà. Donc, notre rôle aussi à l'IRI, c'est d'essayer d'inventer des réseaux sociaux qui ne soient pas sur ce modèle Facebook. Jusqu'au jour où Facebook peut-être comprendra que voilà, il faut faire autrement que ce qu'il fait actuellement. Et tant mieux, à ce moment-là, ça voudra dire qu'on a gagné, qu'on a convaincu.
c'est pas vraiment la tendance actuelle. Mais voilà, notre rôle à l'IRI, c'est de concevoir d'autres réseaux sociaux. Donc des réseaux sociaux où c'est le groupe qui va être premier. À la limite, on ne va pas chercher à se mettre en avant, on ne va pas chercher à jouer les gros bras, à mettre ses photos personnelles, à vouloir voilà, raconter sa vie. Bon, ça sera bien, bon, on a compris quoi. Mais par contre, un super réseau social de copains qui s'intéressent au numérique justement, ou à la photo, ou je sais pas, à la réparation de bagnoles. Voilà, ça, ouais, c'est les réseaux sociaux qui sont super motivants, qui sont super intéressants. Et là, ça vaut le coup d'y passer la nuit. Plutôt que de passer la nuit à faire ses photos et à chatter avec soi-même ou avec, pas soi-même, mais sa petite bulle à soi, quoi. C'est un peu soi-même. Bon, je suis un peu méchant, hein, je suis un peu critique, mais vous voyez ce que je veux dire, je prends volontairement l'exemple de Facebook pour essayer de vous donner des images un peu concrètes de ce qu'on entend par un savoir, par opposition à juste une information ou à juste un comportement machinique. Donc voilà, c'est pour vous donner des exemples. On est passé d'un web de la curiosité où finalement on découvrait des choses à l'autre bout de la planète. Vraiment, on était dans un état de curiosité beaucoup plus important. Il y avait aussi, justement, les algorithmes étaient moins puissants qu'ils le sont aujourd'hui et Google n'était pas forcément là, ou en tout cas Google fonctionnait de manière moins systématique, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment une machine de guerre, quoi, Google. Et puis en même temps, les gens sont habitués à ça. Si Google ne me présente pas vraiment les meilleurs résultats qu'on peut imaginer, je vais me dire, mais alors, qu'est-ce qu'ils font alors qu'au début du web, on a été avec des moteurs de recherche beaucoup plus souples, avec des résultats un peu plus aléatoires. On avait aussi des référencements qui étaient beaucoup moins fiables. Donc on avait une sorte de ce qu'on appelle sérendipité, hein, une sorte de hasard, de curiosité dans l'accès à l'information. On avait aussi un web très de la réputation, un peu aussi. Hein, donc il y avait des gens qui étaient réputés à faire des super blogs, des super sites. Voilà, donc le bouche à oreille marchait pas mal. Aujourd'hui, le bouche à oreille, oui, un peu, mais enfin, bon, c'est quand même beaucoup de l'algorithme qui nous recommande d'aller voir telle ou telle chose. Donc historiquement, vous avez raison, il y a eu une évolution. Et puis, d'un point de vue, je dirais, presque architectural, le web a changé aussi. On est passé d'un web qui était censé être très démocratique. Au début du web, vous pouviez en fait ouvrir un site web et vous pouviez le laisser en lecture et en écriture. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du web au départ, ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est le principe des blogs, un peu si vous voulez. Mais au début, c'était même pour les pages web. Les pages web pouvaient être on pouvait les lire et les écrire. Donc je pouvais à la limite compléter les pages web que je lisais. Vous voyez, donc jusqu'où on était dans une symétrie de la production de l'écrit des débuts du web. On est passé donc de ce web extrêmement démocratique à un web qui a d'abord quitté le monde de l'information stricte et qui est passé dans le monde du social, hein, même de l'industrialisation des relations sociales, c'est les réseaux sociaux. Et enfin, aujourd'hui, on est dans une phase de monopole et non, mais surtout de concentration des plateformes. Vous avez quelques plateformes qui maîtrisent tout. C'est les fameuses GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, on pourrait rajouter, on dit GAFAM maintenant, pour prendre un peu tout le monde. Et cette captation de l'information par quelques plateformes, alors c'est aussi un nouveau capitalisme, hein, c'est-à-dire c'est un nouveau business qui gagne beaucoup d'argent, alors qu'au début du web, personne ne gagnait d'argent. Hein, on ouvrait des pages web. Moi j'ai ouvert le premier site, un des tout premiers sites en France, le site de l'IRCAM,
en 92, 93. On ne cherchait pas à gagner d'argent, hein, ça c'était sûr. Et les gens qui ouvraient des pages web, c'était vraiment pour diffuser de l'information. Aujourd'hui, le web, c'est quand même beaucoup privatisé, c'est beaucoup plus rentré dans le business, et en plus avec une architecture qui est très très différente, qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup concentrée. On avait aujourd'hui même à l'IRI un séminaire sur la question des architectures de données, où on essaye aujourd'hui à l'IRI de travailler sur justement des architectures moins centralisées que celles que je viens de vous décrire, mais des choses beaucoup plus, pas démocratiques forcément, mais beaucoup plus en chaîne. On parle beaucoup de la blockchain, par exemple, des systèmes dont le système de certification ou le système de publication va s'appuyer sur plusieurs personnes. Ça s'appelle le peer-to-peer aussi, dans l'histoire de l'informatique. Donc revenir un peu à ces modèles-là, qui reposent beaucoup plus sur les gens et sur les machines des gens, sur les machines individuelles, ça prend un peu le contre-pied du mastodonte qui capte toutes les données et qui capte vos données, souvent des données personnelles. Alors ils vous disent, vous inquiétez pas, c'est anonyme, vous êtes noyé dans le flot de data et on ne retrouvera jamais votre identité. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que par reverse engineering, on peut tout à fait retrouver votre identité. C'est vrai si on regarde strictement la base de données chez Facebook ou chez Amazon, effectivement, il n'y a que des data, il n'y a que des URL, donc des ID. Mais il n'y a même plus votre ID, il n'y a même plus votre URL, puisque en fait, vos data ont été mixés avec les datas de votre voisin et de tout le monde, en fait, pour avoir des résultats statistiques. Donc tout ça est ce qu'on appelle anonymisé, théoriquement, mais ça ne change pas le fait que c'est quand même une captation. Vous étiez d'accord pour donner vos données à Google alors bien sûr, vous êtes content de Google, parce qu'il vous rend des services. Donc quelque part, vous n'êtes pas mécontent de l'utiliser, mais quand vous vous rendez compte qu'ils font quand même 50 milliards de dollars de bénéfices par an, vous dites, mais je ne pourrais pas en avoir un petit peu, moi, de cet argent-là? C'est un peu aussi cette question-là que nous on pose sur Pleine Commune, sur le territoire de Pleine Commune, parce qu'il y a plein de gens sur Pleine Commune qui utilisent des services informatiques, des sites web, des Google, des Amazon, etc. À bout d'un moment, ou des Uber. Quel fric se fait Uber sur le dos des chauffeurs qui ne gagnent pas grand-chose, quand même, faut le reconnaître. Ça aussi, est-ce que c'est normal? Quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit les chauffeurs qui soient propriétaires de la plateforme de taxi, ou que ce soit les livreurs de pizza qui soient propriétaires de la plateforme de livraison de pizza? Site de vente, site de livraison, site de transport, site de location d'appartements, prêt de voitures. C'est en train d'exploser. Mais si tout ça appartient à que quelques gros capitalistes, c'est quand même un gros problème, quoi. Ça pourrait très bien être des coopératives locales, ça peut être des entreprises locales, ça peut être des gens qui sont soutenus aussi par la puissance publique localement. C'est pour ça qu'on fait ça à Pleine Commune, c'est parce qu'il y a des gens de la mairie, enfin c'est pas une mairie en fait, c'est 9 mairies qui sont ensemble. Pleine Commune, c'est 9 villes, il y a Saint-Ouen, Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve, etc. Alors, je ne cite pas tout le monde, mais il y en a 9. Ils sont tous conscients du fait qu'ils ont maintenant eux aussi un rôle industriel à jouer. C'est-à-dire qu'une ville, elle n'est pas vue... Alors, une ville a toujours eu un rôle industriel. Malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont laissé tomber leur rôle industriel. Par exemple, les villes faisaient le traitement des eaux, ou le ramassage des ordures, ou le jardinage. De plus en plus, ça a été donné à des sociétés privées, tout ça. Bon, c'est des choix politiques, des choix économiques aussi. Donc voilà, si on veut refaire des choses avec les habitants, il faut peut-être réinventer un nouveau service des eaux, un nouveau service des transports, un nouveau service de l'alimentation, un nouveau service de livraison des pizzas, voilà, toutes ces activités-là qui sont en train d'être captées par des plateformes, et on peut très bien les relocaliser, les reprendre en main
dans le cadre de coopératives. Nous, on appelle ça des coopératives, au sens vraiment du terme historique. Hein, c'est-à-dire, l'entreprise appartient aux gens qui apportent leur force de travail dans l'entreprise. C'est le principe, je vais vite, mais c'est ça le principe en gros d'une coopérative. Donc un livreur de pizza à la Deliveroo ou à, je sais pas, ce genre de boîte, qui justement ne serait pas Deliveroo, qui serait un nouveau modèle, eh ben, il pourrait tout à fait être co-développeur, co-acteur, copropriétaire de ce type de coopérative, et non pas à la merci du site Uber qui va décider pour eux, parce que c'est Uber qui finalement va décider combien ça coûte la course, comment elle doit être la voiture, et puis bientôt à quel endroit tu dois aller la prendre la voiture, à qui tu dois la louer, quel costard il faut mettre, quelle cravate il faut mettre. Bon, je ne sais pas où ça va s'arrêter, hein, mais les gens, voilà, ils pourraient très bien, nous on a l'espoir en tout cas que ça pourrait changer ça, cette situation.